arms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sunrise. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too, I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. 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 I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, il est 19h passé de 7 minutes, vous écoutez Radio Campus Montpellier, c'est l'heure de prendre des nouvelles des films avec The Cinema Show, pendant les 2 heures qui arrivent en direct du 102.2 ou sur la page Facebook en live, la page Facebook de The Cinema Show ou Radio Campus Montpellier. L'extrait qu'on vient d'entendre et de voir, c'est Bande de filles, sorti en 2014, 3e film de Céline Sciamma qui a annoncé son goût pour la pop culture, son 4e et dernier long métrage, Portrait de la jeune fille en feu, vient de sortir aux États-Unis et fait une entrée fracassante, saluée par la critique, notamment via un prix pour sa photographie. Le film est nominé aux Golden Globes, brille comme un diamant. Céline brille. Voilà pour ce Cinéma Show. Pour mener à bien cette émission, je remercie Amélie au live et Arnaud à la technique. Autour de la table, Raphaël, bien connu. Bonsoir, c'est toi qui es le bien connu, Monsieur le Président, faut le dire. Monsieur le Président. Blanche, avec nous aussi. Salut Blanche. Ouais, salut. William également. Bonsoir William. Et Justin. Bonsoir Justin. Voilà. On va commencer par les news, les films, juste après les films. Donc, Marriage Story pour cette semaine. À couteau tiré, on en parlera 2 minutes. It Must Be Heaven, le retour d'Elias Seleman. Et bien sûr, pas tellement, Man in Bangladesh. On verra ce que les gens en pensaient autour de la table. Il y aura aussi un top et un quiz. J'ai tout le programme, Raphaël. Là, c'est tout. Non, mais après, tu peux faire une petite carte blanche. On aime bien en parler vite fait comme ça. Tac. Si t'as un sujet polémique à balancer, tac, Polanski. Hop. Yes.
Allez. Ok, qui a fait la une de Paris Match d'ailleurs aujourd'hui. On commence avec les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Alors la première news, elle vient de tomber aujourd'hui, c'est encore une fois le retour insensé et fatigant de cette fameuse suite à Kill Bill 3. Quentin Tarantino vient de dire qu'il avait déjeuné dans un restaurant japonais avec Uma Thurman et qu'il avait une idée pour cette troisième opus qui serait pas forcément une suite directe aux deux premiers opus, mais peut-être une façon d'aborder le personnage pendant un instant où on n'aurait pas de nouvelles d'elle. Enfin, c'est très flou. Mais en tout cas, c'est Quentin qui en parle directement lui-même. Voilà ce qu'il y a des réactions par rapport à ça. Bah déjà, première nouvelle, c'est qu'ils se sont rabibochés un peu selon les médias. On avait un peu l'impression que Uma Thurman et avec Quentin, comme tu le dis, c'était pas super ces derniers temps, notamment avec cette affaire d'accident révélé et qu'elle s'était exprimée sur cette, on va dire, mauvais passage de tournage. Moi, en tout cas, je l'avais toujours un peu cru. Enfin, je m'étais toujours dit qu'il y aurait un troisième volet, donc ça me fait toujours plaisir. Mais l'histoire change toutes les décennies. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, d'autres réactions. Moi, perso, j'ai arrêté de croire à tout ce que dit Quentin, parce qu'il a dit qu'il ferait que 10 films, je crois. Et à chaque fois, chaque semaine, j'ai l'impression qu'il a un nouveau projet de film et qu'il en a 3 ou 4 qu'il veut faire en même temps. Du coup, j'évite parce qu'il doit faire le Star Trek. Il doit faire du coup apparemment Kill Bill 3, il doit faire une série, il doit faire une pièce de théâtre. Donc j'évite un peu trop d'écouter parce qu'il fait que se contredire tout le temps. Et également, vu que, en fait, tu l'as très bien dit Raphaël, mais effectivement à la base, vu le problème qu'ils avaient de contentieux entre Quentin et Quentin du coup, et Uma Thurman du coup, je sais pas. J'évite d'écouter ce qu'il dit maintenant le bonhomme. Le faquin. Le petit faquin. Kill Bill 3, ça serait une bonne nouvelle ou pas? Je vous pose la question. J'en ai pas vu un, je m'en fous un peu. Après, oui, bonne nouvelle, oui. Clairement. Voilà. L'esprit c'est le meilleur. Non, mais forcément, si. Non, mais faut faire alors, c'est Tarantino quand même. Je pense pas que. Enfin, il nous sortira un Kill Bill 3 pour faire un Kill Bill 3. Voilà. Mais, ouais, pareil que William, j'ai un peu arrêté d'y croire. C'est des rumeurs qui reviennent un peu toutes les années. Il va y avoir un Kill Bill 3. Ça, les gros réalisateurs type donc, Tarantino, voilà. Fincher, Nolan, toutes les 2-3 semaines, ils ont des projets qui tombent dans la presse, donc faut éviter de croire tout ce qu'on écoute. Ouais. Et le cinéma n'aime pas les numéros 2, il aime plutôt les numéros 3, donc les doublettes comme ça marche très... Enfin, c'est souvent des trilogies, donc c'est vrai que... Ouais, mais après les deux marchent parfaitement bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les films marchent... rarement par paire. Oui, c'est des trucs de 3, mais là je veux dire que dans le cas de Kill Bill, vraiment, genre, les deux marchent. Enfin, le cercle est vraiment fermé, quoi, je trouve. Tu vois. Parce qu'il part vraiment dans autre chose, mais le film s'appelle Kill Bill, c'est bien pour une raison, tu vois. C'est vrai, il y a plus Bill. Genre, tu l'appellerais Kill. Ce serait Kill Bill 3, mais Kill quelqu'un d'autre, quoi. C'est vrai. Kill Blanche, je sais pas. Kill Blanche, Kill Raphaël, tu vois. Non, mais Kill plein de gens. Bon, alors, on laisse un peu ça de côté. C'est vrai que c'est un peu du Tarantino qui veut faire parler de lui. David Fincher, tu l'évoquais, William. Moi, j'ai une news par rapport à lui. C'est le fait qu'il annonce une série, un préquel, sur le fameux Chain Item de Polanski. Dans ce préquel tant attendu, ça serait pour sortir sur la plateforme Netflix. Alors, j'y crois beaucoup, pour le coup, à ce projet, parce que je pense que David Fincher n'a de cesse de déclarer son amour à Chain Item. C'est vraiment un film chevet pour lui. En revanche, il a déjà un film qui est prévu avec Netflix, justement, un film qui devrait s'appeler Manque, qui reviendrait sur les conditions de production de Citizen Kane, notamment les conditions d'écriture du film de Citizen Kane. Une série de trop pour David Fincher, je pose la question comme ça. Raphaël, est-ce qu'on n'aurait pas envie de le voir vraiment s'attaquer au cinéma? Je rappelle que Thierry Frémaux avait déclaré que pour le cinéma de Cannes et pour le cinéma en général, David Fincher était mort. Il ne faisait plus du cinéma. Oui, non, mais le problème avec Fincher, j'ai l'impression, contrairement à Tarantino qui a du mal à s'arrêter et tout ça, c'est que lui, il a du mal à reprendre Up Gone Girl, World War Z, il voulait faire une suite et tout ça. Enfin, il a un peu du mal à reprendre un peu du poil de la bête, même si c'est pas super lointain. Mais Mindhunter saison 2, c'était quand même. Non, bien sûr, mais après, il a réalisé que 2 épisodes, tu vois. Enfin, c'est un truc où il regarde un peu de loin, tu vois. Donc, en tant que film et œuvre je suis pas si sûr qu'il regarde tant de loin que ça. Je crois que c'est un showrunner très efficace sur cette série, beaucoup plus que sur House of Cards. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Non, mais du coup, je suis curieux de voir c'est un de mes réalisateurs préférés, comme beaucoup, hein, j'ai rien d'original à dire ça, mais
Mais c'est vrai que sur un film historique comme celui-ci, c'est tout à fait intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai envie de voir. La série ou le film? Non, le film, plus le film. Après, la série, c'est vrai que... Mais c'est comme ça, c'est qu'à chaque fois, les épisodes qu'il réalise, lui, sont au niveau, puis après, quand c'est quelqu'un d'autre qui prend la main, tu sens qu'il y a vraiment une différence. Alors que c'est vrai que d'autres showrunners, comme tu disais, on voit pas trop la diff. Lui, on voit vraiment la diff. Je sais pas comment ça se fait, mais tu sens quand un plan est fait par lui et quand un plan est fait par un autre, quoi. C'est quelqu'un qui sait très bien de s'entourer de la nouvelle génération de réalisateurs et de techniciens. David Fincher, est-ce que ça fait toujours saliver par ici, Blanche? T'as pas vu de film de... Tu n'aimes pas David Fincher, c'est ça? Si, ça va. Si. J'ai pas tout vu de lui, mais ouais, si, ce que j'ai vu, ouais. Après, j'ai pas vu Citizen Kane non plus. Ça fait beaucoup de choses qui n'ont pas été vues. Bah, c'est pas grave. C'est toujours sur une émission de cinéma, c'est The Cinema Show. Non, mais ouais, ça va être bien, pourquoi pas. Allez. Justin. Moi, je sais pas. En fait, j'ai vu aucune série de David Fincher. Alors, Donc voilà, niveau série, je peux pas trop évoluer, mais les films, évidemment, que on les attend avec impatience parce que voilà, c'est pas n'importe qui, c'est David Fincher. Et enfin, il m'a personnellement, de tout ce que j'ai vu de lui, il m'a jamais déçu. J'ai pas tout vu, mais voilà, je pense que ça sera toujours intéressant. Moi, pareil que Raph, c'est un génie, je trouve. Et pour le coup, moi, j'ai tout vu par exemple de sa filmo. Et pareil, je trouve que c'est une filmo parfaite. Et je trouve qu'il y a il y a très peu de réalisateurs qui ont vraiment une filmo parfaite. Et lui, c'est le cas. Et il pourrait filmer une chaise pendant 2h30. Alien ou pas? Ouais, je l'adore. Okay. Plus le temps passe, plus je trouve que c'est presque le meilleur, peut-être. Ou du moins celui qui a le plus de. Oui, je sais qu'il y a eu des problèmes pour le faire et tout. Bref, mais je le trouve grave intéressant. Et ouais, il pourrait filmer une chaise qui bouge pas pendant 2h30, que ça m'intéresserait parce que c'est Fincher et que. Enfin voilà, c'est un génie, c'est un des plus réalisateurs contemporains, c'est un des plus intéressants. Puis comme l'a très bien dit Raph, j'ai l'impression que qu'il a décidé que le cinéma, le cinéma de fiction, ça l'intéresse plus forcément, qu'il préfère peut-être produire maintenant et un peu déléguer et rester un petit peu en arrière-plan. Ça va faire quand même 6 ans qu'il n'a pas sorti de film. Donc très bien. Et en tout cas, ça fait réagir David Fincher. C'est tout pour les news. On va commencer directement dans le lard avec Marriage Story, le dernier film du désormais abonné à Netflix Noah Baumbach. Marriage Story raconte l'histoire d'un metteur en scène et sa femme comédienne qui se débattent dans un divorce exténuant qui les pousse à des extrêmes. Le casting, si on devait le résumer, c'est cette confrontation tendre d'un Adam Driver toujours animal mais désormais papa et d'une Scarlett Johansson à son sommet de son jeu d'actrice, loin des pistolets en plastique d'Avenger. Le film est plutôt bien acclamé par toute la critique. On se regarde la bande-annonce et on se l'écoute aussi. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. He's very competitive. So I'll tell Charlie what's happening, and Cassie, you then hand him the envelope. I just get nervous. Well, can you unserve? What do you mean, like take it back? Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. G-Ma! Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! What? You know, most people in my business, you're just transactions to them. I like to think of you as people. Oh, okay, good. You remind me of myself on my second marriage. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Part of what we're gonna do together is tell your story. Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing? I realized I didn't ever really come alive for myself. I was just feeding his aliveness. I'll never get to really be his parent again. He needs to know that I fought for him. It's not as simple as not being in love anymore. Eventually, it'll be the two of you having to figure this out. Together. If we start from a place of reasonable and they start from a place of crazy, when we settle, we'll be somewhere between reasonable and crazy.
Voilà pour Marriage Story de Noah Baumbach, sorti le 6 décembre sur Netflix. Qu'en ont-ils pensé autour de la table? Allez, Justin, je t'en prie, ouvre la danse. Eh ben, je vais pas avoir grand-chose à dire sur ce film-là, si ce n'est que c'est le premier Noah Baumbach que je vois. Et c'était assez impressionnant, en fait. J'ai pas été tant ému que ça, je m'attendais à être plus ému ou à ressentir plus de choses, mais j'en ressors quand même assez impressionné, en fait, de la justesse et de la maîtrise de son scénario, de ses émotions, de ses personnages, de ses acteurs, de sa mise en scène. En fait, il y a un vrai sens du dosage où il tombe jamais dans le pathos, mais il est toujours réaliste, toujours complexe, mais il a quand même des idées de mise en scène et il n'est pas en pilote automatique. Et voilà, au final, c'est une belle surprise, Marriage Story. Une belle surprise pour Justin. Pour William, qu'en est-il? Premier film non, de Noah c'est Baumbach. mon troisième, j'ai regardé les 3 derniers. Le premier que j'avais vu, c'était Misery Stories. Oui. Qu'on a vu à Cannes il y a 2-3 ans, non? Qui Ouais, était vraiment, avec Greta Thunberg. Pour moi, c'est un petit bijou. Non, Gerwig. C'est celui avec. Non, c'est celui avec. Il y a Stiller, il y a. Non, c'est Why Young, ça. De quoi? Pardon? Why Young. Non, mais il y a Stiller, il y a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman sur la famille. C'est un film Netflix aussi, en fait. Avec le chien qui a eu la Palme d'Or, d'ailleurs, c'est le seul prix de ce film. The Meyerowitz Stories. The Meyerowitz Stories. En fait, Meyerowitz, c'est une famille de. Raphaël. Ouais. Vas-y. C'est une famille d'artistes, c'est toujours new-yorkais, et c'est sur une succession, par exemple, de. En fait, ouais, c'est une espèce de fraternité, et chacun veut un peu avoir l'héritage de son père qui est quelqu'un de très très réputé dans le milieu artistique new-yorkais. Et voilà, c'est une famille juive avec du coup ces problèmes-là. Donc ça, c'était le précédent. Ouais, précédent, Netflix moi, aussi. je parlais de Mistress America, qui était juste après Frances A, et qui n'était pas avec Greta Thunberg, mais Greta Gerwig, voilà. Mais qu'en est-il de Marriage Story, qui est quand même avec Adam Driver et Scarlett Johansson? En tout cas, qu'en est-il pour toi, William? Déjà, c'est beaucoup mieux que Misery Stories, qui était vraiment pas ouf. Mais par contre, je trouve que ça reste en dessous de. Non, c'est même relativement mauvais. D'ailleurs, c'est un des premiers films faits par un vrai gros réa qui va aller sur Netflix, d'ailleurs, au final. Il y avait la même année. Il y avait Okja avec Bongino, les deux qui avaient été à Cannes. Mais, ils avaient tapé d'un grand coup, ouais. Film qui était vraiment pas ouf, mais je trouve que ça reste en dessous de Frances A. Frances A, que je trouve vraiment un film vraiment top, giga méga bien écrit, super bien joué, à la fois touchant, à la fois triste, avec Adam Driver qui, parce que moi à la base je suis pas du tout un fan j'aime pas trop Adam Driver à la base, de base, même quand je dis que je l'aime pas, c'est plus physique, mais en tant qu'acteur j'ai toujours respecté, mais je l'aimais pas, et puis vraiment quand j'ai vu Frances A, genre ça a été une grosse découverte, parce que c'est la première fois que j'ai vu vraiment à contre-emploi, où il jouait vraiment un rôle de très comique, et du coup c'est là que je commence à le voir un peu. Frances A, c'est ouais, mais son rôle est trop je trouve ça un peu fort de café de dire que c'est une révélation dans Frances A, justement. Non, il commence sa carrière pour moi de le voir vraiment de le voir drôle, en fait, ça m'a, et pas juste en train de se taire, ça m'a. Mais genre dans les frères Cohen, Inside Llewyn Davis, il est trop drôle. Voilà, excusez-moi, il est vachement drôle. Je me rappelle même pas qu'il fait de la musique. Bon, bref. Et bref, voilà, mais du coup je trouve que c'est un peu en dessous, mais c'est quand même vraiment très très bien. Marriage Story, c'est ultra bien écrit. Je trouve qu'il y a pas mal de points communs à faire avec La La Land. Je trouve que ces deux histoires c'est un sort de suite ratée de La La Land, on va dire. Ils se sont retrouvés des années après, quoi. C'est un couple d'artistes qui de leurs deux côtés ont essayé de réussir, et qui au final pour l'une réussit et pour l'autre réussit un petit peu moins bien, on va dire, et ils se détruisent. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs à faire et beaucoup de choses les films peuvent vraiment discuter entre eux, La La Land et Marriage Story, même si évidemment Marriage Story c'est beaucoup plus dans le négatif, et vraiment je trouve que c'est un film moi j'ai trouvé ça très terrifiant, quoi. Genre ça m'a fait flipper, ça m'a aussi fait flipper qu'un film d'horreur, pas dans le sens vraiment épidermique à trembler, mais dans le sens où en fait ce divorce et cette haine, elle vient de rien, elle vient pas de leur faute, en fait elle vient de la faute des avocats, parce que au final ils ont pas envie de se battre, pas envie de se cracher à la gueule et pas envie de s'insulter, en fait, et au final ils en viennent à s'insulter, parce que c'est dans le monde des avocats de Los Angeles qui sont tous des rapias et ils doivent tous se bouffer, mais ils leur disent que vraiment pour gagner ce procès, pour avoir des avantages, ils sont obligés de dire des choses négatives sur l'un et sur l'autre, même s'ils n'ont pas envie de le dire, en fait. Et je trouvais ça terrifiant, parce que ça parle vraiment d'un côté que je trouve très
très négatif chez l'être humain, c'est ce truc de quand on passe un bon moment amoureux ou même amical avec quelqu'un et qu'il se passe quelque chose de négatif, il y a une phase de la rupture souvent qui est une phase de la haine où on va forcément détester quelqu'un et le haïr en fait. Et c'est un truc que je trouve très très bête chez le genre humain, parce que quand tu passes théoriquement 3 ans plutôt positif avec quelqu'un, en fait, cracher dans l'eau dans laquelle t'as bu pendant 3 ans, je trouve que c'est une bêtise folle en fait, et je trouve que c'est vraiment con, même si c'est un truc qui nous caractérise un petit peu à tous, et je trouve que le film parle vraiment de ça, et moi ça m'a vraiment terrifié dans le sens où c'est un film vraiment avec des valeurs, qui parle de valeurs ultra négatives, même si effectivement vers la fin ça tend à aller vers quelque chose un petit peu mieux, mais... D'accord, donc voilà, terrifié. Ouais, non, vraiment, ça m'a... mais est-ce que ce serait pas quand même, on a parlé beaucoup de scénario, est-ce que c'est pas surtout un film d'acteurs avec Adam Driver et Scarlett au premier plan et des avocats au second plan qui sont quand même juste géniaux, Laura Dern et Ray Liotta, Raphaël? C'est vrai que c'est une incursion dans un couple, alors c'est vrai qu'on visite un peu toutes les étapes, c'est pour ça le terme story est assez bien choisi. D'ailleurs, t'aimes bien les films avec story? Tout à fait, mon grand. Mon cher William. Non, je trouve que le film est fascinant, notamment par sa construction. Le début, je vais rien révéler, mais le début commence avec des déclarations plutôt très positives, et même, on va dire, c'est quand même de l'amour dès le début, direct, et c'est ce qui va un peu infuser dans tout le film. Parce qu'on va se confronter directement à cette relation par ce biais-là. On va pas la découvrir par le déchirement. Ce qui nous permet aussi d'avoir toujours cette idée en tête de finalement les deux personnages principaux sont amoureux du début à la fin. Même si il y a un déchirement entre les deux, ils sont quand même amoureux. Et ce que je trouve assez bien fait, c'est que dans tout le film, on va avoir des petites références à ces scènes, ces petites répliques du début. Par exemple, au début, tu as la présentation, en fait... Pour résumer, Scarlett Johansson, le personnage de Scarlett Johansson va faire un portrait dithyrambique de son mari, de son ex-mari, et de même pour Adam Driver avec Scarlett Johansson. Et ce que j'ai bien aimé, ils sont chez le psy. Voilà, ils sont chez le psy. Ça commence par une vraie scène typique de ce qu'on peut attendre d'une crise de divorce dans un couple un peu au-dessus, un couple bobo très new-yorkais qui vont directement chez le psy, qui fait référence à un autre film d'ailleurs de Noah Baumbach qui est La famille Truc se sépare là. Oui, mais même qui fait référence, on est à New York, le Woody Allen est là. Le Woody Allen, voilà, mais complètement. Voilà, c'est le vrai sosie de Woody Allen, on en parlera c'est... après, il s'appelle Ilya Suleiman, mais non, on a vraiment un côté Woody Allen et ce côté, mais là on est avec les deux personnages. C'est un Woody Allen moderne en vrai, Noah Baumbach. Oui, c'est ça, c'est vrai, très new-yorkais également. Mais non, je voulais revenir sur ces éléments parce que Scarlett Johansson présente son mari comme quelqu'un qui ne paraît jamais ridicule. Et pendant tout le film, le réalisateur va nous montrer son personnage comme ridicule à chaque fois. On va déconstruire les mythes qu'on nous met au début parce que on va les croire. C'est-à-dire qu'au début, Adam Driver va nous dire Scarlett Johansson avec sa mère, c'est le top. Et pendant tout le film, tu vas être avec cette relation mère-fille, on va dire Scarlett Johansson, sa mère, c'est un peu chelou leur relation. Adam Driver, il est ridicule quand il veut récupérer un ticket quand il va au parking. Et voilà, Adam Driver fait du Adam Driver. Voilà, exactement. Dans les voitures, Adam Driver, c'est toujours complètement rajouté. C'est mieux dans une Smart quand même. Oui, il est toujours mieux dans une Smart, mais c'est vrai que c'est des scènes qui déconstruisent totalement le mythe qu'on fait du personnage dès le début. Et je trouve que on a énormément de fragilité envers ces personnages et on est totalement en phase 2. Et moi, j'ai adoré ces moments-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de mensonge, c'est-à-dire que même les vérités, ils sont prises par les avocats pour dire regardez, c'est vraiment un salaud, il fait ça, machin, il fait ça, ce qui est la vérité, sauf que nous, quand on est vraiment face à ces relations, on se dit merde, complètement. Ça se passe comme ça, mais c'est du bon sens, quoi. C'est un très bon point, parce qu'à un moment donné, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été dit dans le film est complètement déconstruit dans une seule scène avec la confrontation des deux avocats, et c'est absolument une excellente trouvaille, quoi. Et puis même les avocats, alors je sais pas si vous avez souvent cette relation-là avec tout ce qui est juridique au cinéma, c'est qu'on est un peu détaché de ça, et là vraiment on est avec les avocats, et dès qu'un avocat s'exprime on se dit putain mais il a raison, en fait c'est vraiment une garce ou quoi, et après on se dit ah putain mais c'est un gros connard, et à chaque fois on est vraiment avec eux. Et même les avocats, même si tu me disais ils étaient un peu en arrière, on a l'impression que c'est leur double, en disant c'est leur double négatif, les avocats. Mais moi je te rejoins pas là-dessus. Je te rejoins pas du tout là-dessus. Je trouve pas qu'il y ait le propos c'est un connard ou c'est vraiment une garce. Au contraire, parce que tout ce que le film apporte en amont te donne suffisamment de ressources pour
pour dire que c'est complètement des propos vains, quoi, balancés par les Américains hors contexte. Totalement d'accord. Et c'est ça la force du film. Parce que pour moi, limite, il doit pas y avoir de divorce. Limite, pour moi, enfin, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai l'impression avec le film, c'est que leur couple n'est pas une dérive telle qu'ils doivent se séparer. Pour moi, limite, comment dire, s'il n'y a pas les avocats qui leur montent la tête et qui font tout pour les faire détester l'autre, pour moi, ils se séparent pas. Ils font peut-être une pause où ils essaient de prendre une petite distance de quelques semaines ou de quelques mois. Mais pour moi, limite, s'il n'y a pas les avocats, en fait, le divorce n'existe pas, tu vois. Oui, mais c'est ce que je te dis, les avocats représentent ça. C'est-à-dire que eux, quand on voit les personnages. Dans ce que tu as sous-entendu tout à l'heure, tu sous-entendais qu'ils le pensaient. Pour moi, en fait, de base, ils ne pensent pas que l'autre est un con. Non, c'est juste qu'on a l'impression en écoutant les avocats. Mais c'est leur côté négatif, là, un peu leur démon sur l'épaule, tu vois, l'avocat. C'est vrai que c'est ce que, comme tu le disais, les avocats, c'est un peu On va écouter la vie de Blanche. Oui, bien sûr, pardon, on fait que parler film tout à l'heure. Blanche. Vous pouvez finir votre phrase. Non. J'aime bien. J'adore Noah Baumbach. Mais j'ai trop pensé à Woody Allen en regardant ce film, à Mari et Femme surtout, parce que ça parle un peu de ça. Et à La La Land, enfin moi je le voyais, et j'étais là, en fait c'est la suite de La La Land si ils étaient restés ensemble en fait. Je spoil La La Land. Ou Café Society, je sais pas si vous avez... Ah non, c'est nul, ça, on va arrêter. Non, mais il y a un peu cette idée aussi. Enfin, c'est pas la suite de La La Land parce que je trouve que... Bah, après, je suis pas du tout... en fait... non, ça l'est, oui, mais je veux dire... Ça l'est pas parce que je suis pas du tout objectif, mais parce que La La Land c'est 46 000 fois mieux écrit et c'est 46 000 fois mieux. Mais je parle pas de ça du tout. Je dis, c'est comme une suite de La La Land si les deux personnages de Emma Stone et Ryan Gosling étaient restés ensemble et du coup on voit comment ils auraient évolué et ça aurait fini comme ça. C'est ça que je veux dire. C'est pas du tout le même genre de film. Je suis pas. Oui. Bon, La La Land non. L'élément principal du film est un enfant, donc alors qu'il n'y a pas d'enfant dans La La Land. C'est la balle de ping-pong. Oui, mais si on continue. Complètement, c'est des parents. Le futur. Oui, non, c'était trop bien parce qu'il sait très très bien écrire des personnages et des dialogues et du coup c'est un plaisir à regarder et ça passe tellement vite les 2h20. Adam Driver, je l'aime trop, donc je l'aime encore plus. Scarlett Johansson, je l'aime énormément, mais ça faisait 10 ans que j'avais pas vu jouer à un truc. Enfin, j'ai pas vu Under the Skin. Heure, tu l'as pas vu? Ah, ok. Oui, d'accord. Ok. Ouais, merci. Non, je parle de Matchpoint, tu vois, un truc. Oui. Voilà. Et après, il y a eu Avengers. Après, il y a eu quoi? Luc Besson. Donc bon. Et Laura Dern est incroyable. Genre, elle est ignoble. Je l'aime tellement. Elle m'a tuée. J'ai beaucoup ri dans le film. Pourquoi vous dites pas que c'est drôle? Il y a tellement de moments drôles. Ouais. Et les petits détails. Il essaie d'ouvrir la porte du placard de la cuisine. C'est tellement mignon. Et parce qu'il arrive pas. Parce que. Oui, il y a une scène où il se coupe le bras littéralement. C'est tellement drôle, pardon. Mais voilà, donc, ça c'est une grosse performance, je trouve, de Scarlett Johansson. Et son plan séquence, là, où elle fait son monologue qui est incroyable. Chez son avocate, oui. Tu fais waouh, mais ça continue, elle a toujours pas fini de parler, c'est trop bien. Et les couleurs sont superbes et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la mise en scène et sur comment il arrive à représenter ce couple qui... Voilà. Avant de passer à un autre film, il y a l'avis de Damien qui nous écoute. Alors il dit: ce que j'ai apprécié dans Marriage Story, c'est la mise en scène qui arrive à s'en sortir sans musique, contrairement à la bande-annonce. Il n'y a presque aucune musique dans le film et avec un jeu d'acteurs arrivant à nous captiver jusqu'à la fin. Si au tout début il y a beaucoup de musique. D'ailleurs la première séquence c'est infernal. Et à la fin il y a une... mais c'est plus cool. Oui, non, bien sûr. Voilà, Marriage Story de Noah Baumbach. Moi je vous rejoins pas sur La La Land du tout. Je crois que moi non plus. Un peu. J'ai pas dit La La Land. Je l'ai pas vu du tout, donc ceux qui sont effrayés par La La Land peuvent y aller avec joie. C'était le film, je pense, qui va rester de la soirée, j'ai l'impression. Spoiler. En tout cas. Il est 19h33, le temps de s'écouter une pause musicale. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal.
Even if I stop one of you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I cannot play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your grave, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above away. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your grave, in this blue shade, my tears dry on their own. I wish I could say no regrets and no emotional day, 'cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your grave, my blue shade, my tears dry on their own. Whoa, he walks away, the sun goes down, he takes the day, but I am gone. And in your grave, my deep shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your grave, my deep shade, my tears dry. 19h passé 36 minutes sur Radio Campus Montpellier, vous écoutez The Cinema Show, on est en direct aussi sur Facebook. Je suis toujours avec Blanche, Justin, William et Raphaël sur cette émission. On a parlé de Marriage Story qui a fait quand même l'unanimité, il faut le dire. On va passer à un film, et je crois que pas tout le monde l'a vu, c'est À couteau tiré. Célèbre auteur de polar, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée mêlant mensonges et fausses pistes et où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Alors Rian Johnson sort sa grosse boîte de Cluedo pour cette enquête aux allures d'Agatha Christie, un film qui mène par le bout du nez le spectateur, Daniel Craig en détective privé amusé et amusant, Chris Evans son petit-fils vache et insupportable, Jamie Lee Curtis en aîné et chef d'entreprise fidèle à son père qui est joué par Christopher Plummer, rien que lui, en papy romancier célèbre, dont le seul intérêt qu'a sa famille pour lui, c'est son argent. Et enfin, un Michael Shannon égaré, loin des films de Jeff Nichols, qui a vu ce film post-Star Wars épisode 8 de Rian Johnson. William. Déjà, tu oublies de mentionner Ana de Armas aussi. Oui, il y en a plein d'autres. Qui est un peu qui est un des personnages principaux du film. Et que moi j'adore personnellement. C'est une actrice que je suis depuis pas mal de temps. Je la trouve à chaque fois très forte. Blade Runner 2049. Même dans Knock Knock, qui est un film pas ouf, avec un film d'horreur avec le mec de Matrix, j'ai un trou. Keanu Reeves, bref, je la trouve vraiment cool, j'adore cette actrice. Alors effectivement, c'est un film de Cluedo et personnellement, je trouve que c'est toujours très appréciable à suivre parce que c'est très ludique quoi. Quand t'es devant le film, tu te poses tout le temps des questions, tu t'essaies toi aussi de chercher qui est réellement le coupable, qui est réellement le meurtrier, s'il y en a deux, s'il y en a trois. Donc c'est toujours très ludique. C'est en général même des films qui passent très vite parce que voilà, comme t'es forcément dans l'affaire et dans le film, en fait le temps passe très vite et le film dure 2h11 et c'est quand même un film qui passe relativement assez vite. Les acteurs sont tous vachement bons. C'est très popcorn comme film. Oui, c'est trop bien à regarder. Le casting est génial, voilà, comme tu les as tous
tous cités, c'est tous pour la majorité des grands acteurs. Néanmoins, je trouve quand même que les rebondissements sont pas forcément super bien amenés. À aucun moment, je suis resté vraiment comme devant un très bon twist, en mode je m'y attendais vraiment pas. Je trouvais que c'était quand même assez cousu de fil blanc les 3 quarts du temps quand même. Et que puis-je dire de plus? Daniel Craig, pareil que Adam Driver, c'est des mecs, je les trouve tellement bons quand ils sont en contre-emploi dans un ton humoristique, comme dans Logan Lucky, qui est un film que je trouve pas extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il est bon dedans. Oh là, où il y avait Adam Driver. Grave drôle. Il y avait voilà, mais pareil, les deux, ils sont, voilà, quand ils sont dans la drôlitude, ils sont très bons dans la drôlitude. Et là, il est top, alors que voilà, pareil, c'est un acteur que j'aime pas particulièrement. Daniel Craig, il est top. Je crois pas qu'il est à contre-emploi là, plus dans Logan Lucky. Oui, plus dans Logan Lucky, mais là, il est quand même encore un mec à faire des blagues et tout, etc. Mais je trouve pas que ce soit... C'est sympatoche, voilà, c'est un film popcorn, c'est très sympa à regarder, mais je trouve pas que ce soit vraiment extraordinaire, parce que comme je le pense, voilà, l'avancée de l'affaire est pas super bien méga écrite, c'est pas super étonnant, et la fin... Bon, ouais, c'est un peu facile, je trouve. Alors, on rappelle que quand même Rian Johnson, avant de faire Star Wars épisode 8, il avait fait Looper, qui était ce fameux film qui annonçait le retour de Bruce Willis, pardon, et que ce pseudo Star Wars épisode 8 personnel, on va dire, en tout cas c'est un des Star Wars les plus personnels de la saga, a été très 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 critiqué, et qu'il y a un des personnages dans le film à couteau tiré qui est incarné par un enfant, un adolescent avec son portable un peu réac, un peu raciste, un peu même beaucoup homophobe, qui incarnerait justement le public, les spectateurs ultra haineux qu'a dû faire face Rian Johnson pendant la promo de Star Wars épisode 8. C'est vrai que c'est un des personnages les moins riches en plus du film. Ouais, complètement. C'est un peu un personnage un peu plat, mais c'est vrai que comme le disait William, même si je le rejoins pas sur la fin, moi je trouve que c'est un film fabuleux. Il est pas cousu de fil blanc. Fabuleux avec un grand F. Ah oui, avec un grand F. Moi je trouve que dans son genre c'est excellent. J'aimerais aussi parler de l'écriture, même si toi tu trouves que c'est un peu bateau, cousu de fil blanc. Moi j'ai adoré, il y a un twist d'écriture en tout cas qu'on n'a jamais vu. Ouais, on s'attend pas du tout à voir dans un film comme ça, c'est-à-dire il prend une enquête de base, sauf que il mélange tout à fait les actes. L'acte 3 il te le met au début, tac tac, il fait ce que tu veux, et moi je trouve que il y a un réel plaisir à quand même suivre l'affaire, même s'il te mélange les actes comme ça. Je trouve que il y a toujours un rendez-vous chaque année avec un gros casting. L'an passé, c'était Saltan à l'Hôtel El Royal qui était sorti en fin d'année avec pareil, un ancien Avengers et tout de Drew Goddard. L'année d'avant, c'était Le Crime de l'Orient Express. Chaque fois, il y a un rendez-vous comme ça avec beaucoup de casting. Ça, c'était pas ouf. Voilà, avec un thriller. Et moi, je trouve que dans ce genre-là, c'est le meilleur de ce que j'ai vu ces derniers temps. Je trouve que, comme tu le dis, c'est chaque acteur et chaque acteur. Tu parlais surtout de comment il s'appelle? Daniel Craig, pardon. Ouais. Je trouve qu'il est génial aussi parce que il est d'un charisme fou et en même temps, il a une sympathie monstre. Moi, je pense énormément à Millennium de David Fincher. Oui, totalement. Dans cette côté, il y avait Christopher Plummer en plus dans Millennium, qui était lui aussi, qui l'engageait. C'était un détective privé. C'était une maison isolée avec une famille complètement barge et riche et très froide. Exactement. Moi, je pense qu'il a été casté pour ça aussi. Tu vois, il incarne quelque chose. Et je trouve que chaque acteur, même si c'est des grands acteurs et ils n'ont pas forcément les minutes qu'on aimerait voir, notamment Chris Evans, il est là. Surtout, Chris Evans, à chaque apparition, il est pas content, quoi. Hein. Non, mais je trouve qu'on aimerait peut-être le voir plus. Enfin, c'est un acteur quand même qui est plutôt bankable, mais je trouve qu'il est vraiment très bien dosé quand même dans l'écriture son personnage. Je trouve que j'ai rien à redire. C'est vraiment un gros plaisir. Il est sorti il y a 2 semaines. Je vous le conseille totalement. Moi, je te rejoins complètement sur le travail de on s'en fout des twists. De toute façon, il nous donne toutes les ficelles dès le début. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est tous ces personnages, qu'est-ce qu'on en fait et comment, si on les mélange, qu'est-ce que ça donne. Jamie Lee Curtis dans le film est quand même incroyable. Elle a des tailleurs, mais à crier tellement c'est coloré, mais c'est absolument fou de la voir en baronne de famille comme ça. Daniel Craig, on connaît son humour anglais absolument
bon à regarder. Moi, je suis moins d'accord sur le personnage principal. Je le trouve un peu plus faible, mais en tout cas, c'est pas. Je crois pas que ça soit un propos à souligner. C'est un bon film. Je dirais pas que ça soit non plus excellent comme toi, Raphaël. Excellent dans le sens où j'ai pris mon pied, quoi. Enfin, oui, on prend son pied, mais ça réinvente pas non plus l'eau chaude, quoi. Hein. Ça réinvente un peu le côté thriller dans le sens où c'est pas un énième thriller avec l'acte 3 qui est un acte 3 de thriller qui est tout le temps le même, où on fait c'était comme ça depuis le début. Mais voilà. Ça quand même pas à la fin. Pas comme d'habitude. Mais bon, en tout cas, oui, on recommande. Je pense que ça va être difficile de le voir quand même parce que ça fait 2 semaines et qu'il marche pas énormément non plus que ça. Voilà pour À côté je dirais de Rian Johnson. On passe tout de suite à la suite avec It Must Be Heaven et on regarde la bande-annonce. What country do you come from? I'm Palestinian. Palestinian? I've never seen a Palestinian. Well, guess what? This ride is on me. جارنا فكرش اني عم بسرق شنو ما دقيتش دقيت بس ما كانش في حدا Bienvenue à Paris. Merci. Are you Brigitte? We are looking for Brigitte. Let me present you to my very good friend. He's doing a comedy right now about peace in the Middle East. That's funny already. S fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil avant de réaliser que son pays d'origine le suit comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde, aussi loin qu'il voyage de Paris à New York. Quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale. Où peut-on se sentir chez soi ? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ? Allez, Justin. Oui, totalement. Mais en fait, l'intérêt du film, c'est de l'aborder sous l'angle de la comédie, en fait. C'est comme on en parlait en off, c'est-à-dire que quand on te dit, tu vas voir un film palestinien d'auteur pendant 1h30, t'es pas forcément très chaud selon les personnes. Elias Suleiman est quand même un nom du cinéma. Je veux dire, c'est pas son premier prix à Cannes. Que je connaissais pas du tout. Donc j'avais beaucoup d'argent au cinéma d'art et essai. Ouais, mais c'est quand même son 4e film, tu vois. C'est pas non plus quelqu'un qui... Mais oui, mais c'est quelqu'un qui en 4 films a su amener un public d'art et essai incroyable. Il n'en avait pas fait depuis longtemps, je crois non plus. Ou c'est moi qui... Non, ça va. Non. Il a commencé sa carrière à 7 ans. Mais je t'en prie, Justin, fini. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'avais mes petits a priori, forcément. Et puis ça a été, grâce au bouche à oreille, je me suis de plus en plus hypé pour le film. Et puis au final, ça a été une excellente surprise parce que, surtout que je suis un très grand fan d'humour burlesque, de Jacques Tati, de Wes Anderson, des gens comme ça, et j'ai tout retrouvé là-dedans, mais mélangé à cette identité palestinienne et ce comique d'observation, et aussi un peu peut-être, pas forcément militant, mais qui critique un peu notre société occidentale. Et voilà, ça fait un mélange assez unique, et au final, on ressort du film assez surpris, et je sais pas, c'était enrichissant, voilà. Cinématographiquement, c'était enrichissant. Raphaël, est-ce que le voyage était en de bonne compagnie avec S et notamment Totalement. C'est vrai que le film m'a fait un peu penser, je sais pas si vous l'avez vu, mais Foutaise
donc le court-métrage. À un moment, on a Dominique Pinon qui assiste à une scène, il en parle, il dit j'aime bien quand j'assiste à une scène totalement absurde et du coup qui dit rien et en fait il voit 2 aveugles du coup se taper dans la canne et se dire ah regardez en face de vous tout ça. Et j'ai totalement ressenti ça dans ce film et j'ai vu un personnage regarder le monde tel qu'il est en absurde. Alors c'est vrai que c'est un film très comique comme tu le disais. Mais assez peu quand même c'est cynique totalement mais assez peu noir alors que c'est vrai que on pourrait se dire un film voilà palestinien enfin quand même c'est une région du monde qui arrêtez avec un film palestinien c'est quand même fou quoi. Je comprends pas c'est lui qui parle cet angle mais je veux dire c'est bon il a qu'est-ce que t'entends par un film palestinien en fait lui, ça t'effraie c'est ça non pas du tout c'est lui qui prend son Non, c'est lui qui prend aussi ce point-là, c'est-à-dire qu'il dit « j'ai retrouvé la Palestine un peu partout ». Mais quelle Palestine tu retrouves ? Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, dans l'image qu'on se fait d'une Palestine dont on parle, c'est la guerre israélo-palestinienne, évidemment. Lui, il a un passeport israélien, il se considère palestinien, mais c'est quelqu'un qui vit avec ce conflit-là. Mais c'est vrai, quand on va se voir ce film, on se dit « mais quel élément de la Palestine il va avoir en Occident ?» Parce qu'il va donc à Paris et à New York. New York, c'est connu comme la ville la plus occidentale, enfin en tout cas la plus européenne des États-Unis, donc il va pas forcément critiquer les États-Unis en eux-mêmes, mais plutôt l'Occident en général, politiquement et tout ça, et notamment tailler les policiers et ce qui a plutôt il va pas tacler directement l'État, en tout cas l'État on va le voir de loin, c'est-à-dire on va voir les avions passer j'imagine pendant le 14 juillet évidemment, on va voir un Paris vide tout ça, mais on va surtout voir des Français, des New-Yorkais tels qu'ils sont dans la vraie vie, c'est-à-dire des policiers qui courent après quelqu'un qui a des avis politiques peut-être qu'on veut faire taire aux États-Unis, tout ça, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il essaye aussi de parler de la population et pas non plus de la politique d'État qui nous dépasse un peu, et il voit le cynisme là-dedans aussi, et ça j'ai beaucoup aimé, et c'est un film très drôle pour ça, c'est qu'on se reconnaît dans certaines scènes, même s'il y en a des clichés, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais par exemple quand il arrive à Paris et que tout le monde est un peu mannequin et tout ça, je trouve ça un peu drôle, mais c'est peut-être un peu c'est tiré, parce qu'il surjoue le truc, bien sûr c'est un peu tiré, enfin je veux dire il essaye de parler de cynisme là-dedans, mais il y a aussi cette vision du cynisme qui est à distance, c'est-à-dire que quand on va à Paris il n'y a pas forcément ça, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a pas des flics qui se baladent non plus tout le temps avec cette espèce de je sais plus comment ça s'appelle, mais non, oui, bien sûr. C'est que des trucs quand même très exagérés, en fait, c'est un univers qui crée. Moi j'ai retenu une chose incroyable, c'est que dans le film il y a Gaël Garcia Béal, donc acteur international, évidemment. Elle est géniale cette scène. Et sauf que je trouve qu'il accorde beaucoup plus de crédit et de poésie avec un oiseau qu'à Gaël Garcia Béal, et ça m'a laissé sur il y a Nancy Grant aussi, la productrice de Xavier Dolan, qui fait une apparition, et des vrais distributeurs de la vie parisienne. It Must Be Heaven, Blanche, est-ce que le paradis dans la salle de cinéma s'est opéré ? C'est beau. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, moi, donc je suis allée comme ça, et je me suis un peu endormie au début, mais parce que c'était vraiment très très doux et très agréable. Vous l'avez pas dit, mais vous allez le dire, qu'on dirait du Tati. Ça va être un peu différent. Il l'a dit. Ça a été dit. Mais j'ai pas écouté. Tu t'es endormi. Super. Elle s'est endormie, ta voix était trop douce en fait. Voilà, exactement ça. Et à du Karosami un peu. Voilà. Mais en fait, ça fait du bien, je trouve, de voir des films comme ça au cinéma, que c'est super rare. Et on s'attend pas forcément à ça. Je m'attendais à rien, parce que je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai pas forcément, je pense, compris le principe du film et le message qui voulait en découler, genre se sentir chez soi, machin. Mais c'est pas grave, parce que on s'en fout un peu. Et voilà, c'est très drôle, très mignon. Les Américains avec le port d'armes, c'est très c'est génial ça. C'est très drôle. Et Gaël Garcia Bernal ou Gabriel ma vie, mais trop court, quoi. Il est à peine là. D'ailleurs, cette scène est géniale. Mais du coup, en fait, c'est génial qu'il soit là que là, comme ça. Oui. Tu te dis, yes, il va être là, mais non. Non, mais ce qui est vraiment comique avec cette scène, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais en fait, il est au téléphone. Bon, Elias Suleiman parle jamais dans ce film, enfin, juste une fois pour dire qu'il est de Palestine. Mais à un moment, du coup, Gaël
Garcia Bernal, pardon, c'est difficile à dire, est au téléphone et dit « Ah mais c'est n'importe quoi, ces Américains, ils veulent du coup que je fasse un film du coup sur l'arrivée de Christophe Colomb et ils veulent remplacer l'espagnol par de l'anglais. » Mais en même temps, il y a beaucoup de mépris quand lui parle de la Palestine. Du coup, il dit « Ah, je sais pas, n'importe quel film... » il sait pas citer le nom du film d'Elia Suleiman et du coup, il a ce mépris qu'il vit en tant que du coup personne hispanophone aux États-Unis, le provoque en même temps sur quelqu'un qui est palestinien et qui fait un film mineur, on va dire, pour lui. Donc je trouve ça assez beau et de parler de ce mépris de gens même qui sont méprisés déjà de base. Et je trouvais ça assez fort. Les Américains, ils sont drôles pour toi, William, dans le film, ou ça t'a laissé de marbre? Non, moi j'ai trouvé ça trop bien. Après moi du coup je l'ai pas revu, du coup je l'ai pas de manière aussi fraîche en tête. Moi je l'avais vu en mai du coup, donc ça commence à faire quelques temps. Mais c'est super drôle, c'est un sort de film un peu à sketch. Et par moments, effectivement, comme tu l'as dit, ça ressemble à du Tachi, à du Charlie Chaplin presque, parce que c'est un personnage muet qui ne parle pas et qui joue avec Buster Keaton. C'est Elia Suleiman du coup qui joue dans son propre film. Son jeu, c'est ses sourcils qu'il hausse, c'est son visage circonspect. Donc c'est tellement drôle, il y a tellement de scènes. Moi, le souvenir d'une scène qui m'a fait grave rire, c'était celle où il est à Paris autour d'une fontaine avec les chaises. Et genre, c'est une bataille, c'est la Seconde Guerre mondiale pour avoir une chaise. Je trouve ça tellement drôle. Et c'est, voilà, comme l'a dit Blanche, ça fait un bien fou de voir des films comme ça parce qu'en fait, c'est intelligent. Je crois qu'intelligent, c'est le meilleur mot parce que c'est drôle, pas prise de tête, à la fois fait de manière politiquement très bien faite, ni trop lourde, ni pas assez. C'est très bien écrit. Je trouve que c'est presque grand public. Genre, en fait, je trouve que limite ce film, on peut le montrer à quasiment tout le monde et tout le monde peut apprécier le film. Je trouve que c'est vraiment doux. Le film a presque pas de défaut pour moi. Genre, vraiment, ça a été un coup de cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure quand on était en off, moi, je connaissais absolument pas Elia Suleiman. Et vraiment, j'y suis allé avec une appréhension de film canois, de film canois type Capharnaüm ou type Aïka ou non, je la vois pas. Quand t'es en jour à Cannes, en fait, il y a toujours tu fais des choix, mais il y a toujours des films que tu mets en dessous où tu fais toujours tes attentes en fait. Et c'est con à dire, mais quand tu y vas chaque année, t'as toujours 2-3 films qui sont en compète, qui sont chiants à mourir en fait. Et lui, on va dire qu'il cochait certaines cases. Après, je sais que c'est très cliché ce que j'ai à dire et c'est très con ce que je dis, mais comme un petit occidentaux con que je suis, j'avais mis ce film occidental con que je suis, j'avais mis ce film là dans les trucs possiblement chiants. On y a été, il nous a mis une bonne petite claque, il nous a dit donc le film t'a rappelé que t'étais un occidental con que tu es. Ah oui, bien sûr, mais je le savais, mais là il me l'a redit, ça fait du bien de se prendre des claques aussi. Non mais juste là j'ai une idée, enfin non, mais il m'a fait, en fait là je pense à Synonyme que j'ai détesté toute ma vie, je le hais ce film et je trouve que ça c'est le synonyme qu'il fallait. Exactement, voilà, c'est totalement ça. C'est le synonyme, pas je suis les cahiers du cinéma, j'ai lu la Pléiade 3 fois et j'ai 224 de QI alors que vous n'avez que 43 de QI, quoi, donc pauvre ignare. Non, pour te répondre, Adrien, c'est vrai que tu disais, moi j'ai pas cet a priori film palestinien. Non, on l'a pas. Non mais en tout cas avec William, non mais j'ai pas de problème avec les films palestiniens. Je dis pas tout le monde en même temps. Ils sont pas forcément, justement, ils sont au-dessus de tout ça. Je trouve souvent. Non mais quand je dis film palestinien, je dis film de réalisateurs de pays mineurs qui ont des problèmes politiques et qui font des films qui ne sont que politiques et souvent qui ne sont très très appréciables dans leur forme et dans leur rythme et dans leur temps. C'est ça que je veux dire en général. Bien sûr, il y a des cas particuliers, mais. Non mais j'ai totalement compris ce que tu veux dire parce que j'ai le même ressenti. Mais je pense que Adrien, peut-être Blanche, tu l'as pas parce que moi, ça faisait 3 ans que j'allais au Cinémed. Et au Cinémed, alors là, le Cinémed, clairement, où dès que tu as un film, souvent les films sont politiques, et quand ils sont palestiniens, d'autant plus. Et du coup, les films palestiniens ont totalement, quand il y a eu Tempête de sable, quand il y a eu ces gros films palestiniens, c'était très politique, et il n'y avait pas ce regard comique. C'est pour ça qu'on a les frères Tarzan, là, tu te souviens ? Les frères Tarzan. Ouais. C'est ça qui est mais non, oui, mais je veux dire, c'est pas à moindre mal. Je veux dire que ces pays-là ont des choses à dire là-dessus. Je vois pas en quoi ça en fait une appréhension, quoi. Non, du tout. Mais c'est grave quand même de dire que le film, parce qu'il est palestinien et que souvent ils font des films sur le contexte politique, ça va être chiant. Je trouve ça un peu dangereux de dire ça. Après, voilà. Non, mais j'exprime très mal. Je le dis vraiment juste parce que et même je dis pas que de faire des films de ce type-là qui ne sont que politiques, voilà. Moi, je pense c'est pas un film palestinien, mais je pense à Capharnaüm de Nadine Labaki, tu vois. C'est pas un mauvais film. C'est juste que personnellement, actuellement, j'ai pas.
c'est très con, mais les JT tous les jours, tout le temps les infos, en fait, on nous parle tout le temps des choses négatives de ce monde-là et j'en suis conscient, j'ai pas du tout envie de me voiler la face, pas du tout en fait. C'est que quand je vais au cinéma, dernièrement en tout cas, j'ai de moins en moins envie de regarder des films pavés de 2 heures qui sont très... j'ai trouvé dans Capharnaüm des films misérabilistes quoi, et j'ai plus en fait envie d'aller au cinéma actuellement. En tout cas peut-être que ça va changer dans le fil du temps parce que la cinéphilie c'est quelque chose qui est très mouvant, mais je sais qu'actuellement j'ai plus envie de voir ces films politiques et misérabilistes. C'est juste très personnel hein. J'exprime mal ce que je veux dire, mais évidemment que ce soit normal qu'ils aient des choses à dire, mais actuellement j'ai pas particulièrement envie de regarder ces choses là quoi. Pas parce que c'est mauvais ou parce que ça ne me parle pas, mais parce que je n'ai pas envie de me rajouter de passer sur 24 heures de ma journée entendre pendant 18 heures que le monde est en perdition totale quoi. J'ai envie qu'un monde rien que dire qu'un film est palestinien c'est politique parce que sinon il dirait le film est israélien, la Palestine n'existe pas. Et donc voilà, rien que le fait de dire que c'est palestinien en général ça sera un film politique. Mais là, un film politique bien fait, vraiment. Oui, d'accord, mais questionner la politique sur les films, c'est un angle qu'il faut savoir maîtriser. Je pense que tous les films sont quand même politiques, d'autant plus quand c'est un film Star Wars, parce qu'il y a des idéologies, il y a des représentations. La Palestine, on est sur d'autres motifs politiques qui sont peut-être pas ceux de la représentation. Donc, c'est des mots qui sont quand même forts, et je pense que si, quand tu vas au cinéma, tu as le droit, et je pense que c'est une nécessité aussi d'avoir une température, une fenêtre sur le monde. Ah non, mais bien sûr. Mais totalement. C'est plus en tant que consommateur, on s'exprimait sur le fait de consommer un cinéma politique comme celui-ci. Tu vois, en tant que consommateur. Ah non, mais totalement en tant que consommateur, pas en tant que production. Et totalement. Évidemment, mais t'as totalement raison. L'existence de ces films. Avec Raph, on va à Cannes depuis 3 ans et on fait pas les films qu'on choisit, on les choisit pas par rapport au pays, pas du tout. On va voir les. Non, mais j'entends bien. C'est grave intéressant, mais effectivement, c'est vraiment plus en termes de consommation, de consommation et de vraiment pas envie c'est pas envie de passer ma journée à avoir des idées noires entre guillemets, même si par moments c'est très appréciable, mais pas tout le temps quoi. C'est plus en termes de consommation que. Ça passe super vite. Ça passe très vite. C'est pas super vite. Donc, il dure 1 heure. Allez voir avec vos enfants. Allez voir It Must Be Heaven d'Elias Suleiman, vous l'avez compris, un film palestinien, politique. Non, mais un chouette film en tout cas. Il est 20h et il faut avancer dans l'émission parce que sinon on est en retard et ça va aller plutôt vite parce qu'on va parler de Men in Bangladesh. On s'écoute et on se regarde la bande-annonce et on en discute vite fait. কয়টা পিসের উপর তোমরা কাজ করে দিনে? 1650টা। তাহলে ভেবে দেখো এরকম 2টা বা 3টা টি-শার্ট তোমাদের 1 মাসের বেতনের সমান। হ্যাঁ কাহিনী করে আমার টাকা দেন। কামে যাও না। কে আবার? এটা কি এর জানোস? এটা সাইনের বই। ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে আসছিলাম। বেশি জড়াইছ না, ইউনিয়ন করতে গিয়ে বহু লোককে আমি জেল কাটতে দেখছি। বাড়ি যাও, বিশ্রাম নাও, ভাবলেই দেখবা যে তুমি ইউনিয়নের ব্যাপারটা বাতিল করে দিলে। ভালো, কিন্তু আমারে আর কামে যেতে মানা করে। ওকে তোমাকে না বলা, তোমাকে বলবা যে তুমি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হইছো। আপা আমরা মায়া মানুষ তো, বিয়ে করলেও জ্বালা, না করলেও জ্বালা। Ken Loach aurait-il trouvé sa successeur ou son successeur au Bengale avec Rubaya Hausen? L'histoire, Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dhaka au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes allés jusqu'au bout du film, en tout cas, pour les 2 personnes qui l'ont vu à côté de moi, Blanche? Ah ouais, je suis restée jusqu'au bout ce matin-là. On était 6 dans la salle. C'était bien. Alors c'est un film qui se regarde. Voilà. Et qui s'entend très bien.
Ouais, mais qui est en fait un peu inutile et on va l'oublier demain. Donc c'est un peu dommage. Point positif. Il y en a un. Le personnage principal est assez bien écrit, vite fait creux et vide, mais il est cohérent. Donc ça va, ça c'est rare là en ce moment, ces semaines-là, les personnages ils sont vraiment, vraiment pourris dans les films qu'on voit. Donc ça va. Après c'est un discours très les hommes sont tous des gros cons, mais ça bon c'est pas très étonnant non plus, surtout dans ce film et dans cet univers. C'est un peu long, c'est un peu lent, tu dis c'est quand que ça finit. En fait il y a un gros problème d'écriture en fait dans le... Comment dire ? T'es là, allez, il faut que ça démarre, allez. Oui. Mais même, enfin, on met du temps à rentrer dans le film et tu dis putain mais ça fait 3 fois qu'on nous montre un peu la même scène et j'aimerais bien que ça change. Et le problème c'est le plan de fin, qui est un plan de fin. Et il arrive et j'ai fait non. Enfin franchement, il arrive ce plan et tu fais non, pas ce plan de fin, pas ce plan de fin. Et c'est le plan de fin. Du coup c'est pas bien. Regard caméra ou pas? C'est le cliché des... Non. Je veux voir juste pour ce plan de fin, mais en fait non. En fait. Quoi? J'ai pas compris. Je sais que tu donnais envie de le voir juste pour le plan de fin, mais du coup... Non, c'est pas nécessaire, vraiment pas. Et, on aurait aimé en apprendre plus sur la vie de ces femmes, mais en fait on n'apprend rien parce qu'on sait déjà tout finalement. Est-ce qu'on tire les cheveux à Blanche ou pas, Justin? Non, mais alors, j'ai pas aimé le film, mais je te trouve un peu dur quand même. Enfin, il y a... C'est pas dur, non. Il y a quand même un message politique intéressant que personnellement j'ai pas beaucoup vu au cinéma. Il y a un sens du cadre, je trouve qu'il y a certains plans qui ont vraiment du souffle. Je trouve qu'au niveau sonore aussi c'est très riche, que l'environnement urbain est très bien retranscrit. Enfin, je trouve qu'il y a quand même même si le film est long mais plus à cause de son écriture, dans la mise en scène il y a un souci d'immersion qui est là quand même. Ouais. Après, en fait, pour moi, le gros souci de l'écriture, c'est qu'on sait où ça va. On sait où ça va finir. Non, des fois, non. Et moi, à un moment, j'étais là, bien, oui, et en fait, tombe pas bien. Ouais. Je te dis. Mais... Pardon. En fait, oui, on sait où ça va finir, et du coup, ça rend le film très long, parce que la fin, on la connaît, et vu qu'elle arrive forcément à la fin... Dites-la si on la connaît. Parce que là, en vrai, vous donnez un message. Non, mais c'est dommage pour les auditeurs qui aimeraient regarder le film et qui ne devineraient pas la fin. Mais... voilà, c'est une histoire simple, un peu oubliable, mais voilà, si la bande-annonce vous parle, si l'histoire vous donne envie, je pense pas que tu peux être déçu après. Ah, je voulais juste rajouter un truc, oui. Non, mais j'ai fini, vas-y. Non, mais du coup, ça met un peu aussi en avant quelques clichés qui vont faire plaisir s'il y a des gens qui aiment le Bollywood, un peu la scène du mariage, elle sert à rien. On est tous d'accord que cette scène... Oui, mais attends, c'est pas Bollywood du tout, non, la scène du mariage. Après, le feuilleton qu'elle regarde à la télé, il y a un plan sur une pub de savon, et j'ai vraiment pas compris. En plus, c'était cadré avec les pieds, ce plan, et tu te dis, mais pourquoi elle a fait ça? Et je pensais qu'il y aurait un petit rebondissement avec ça, mais rien à sauver du film, du côté de Blanche, en tout cas. Non, mais ça va, franchement, ça va. Même la pub du savon qui est dans le film. mais j'ai pas compris quel était l'intérêt de cette chose. Pour les amateurs de pub de savon, non, après moi je trouve que ça faisait un décalage intéressant où en voyant ça, je me suis dit tiens, c'est l'écart qu'il y a entre un cinéma indien grand public et ce film-là qui est très autoriste et qui vraiment parle de l'Inde. C'est du Bangladesh. Bangladesh, pardon. Oui, terrible. mais moi je trouve que c'est un vrai film. C'est un vrai film de gauche. C'est le syndicalisme quand même le propos du film. Il n'y a pas tellement de gens qui filment ça. Il y en a 2, 3 peut-être en Europe. Il y a quand même Ken Loach qui est le papa. Oui, il y a Stéphane Rézé. Oui, mais c'est lui qui a lancé le truc. Donc forcément c'est un point de repère quand même dans ce cinéma-là. On est dans une usine textile avec un mouvement de collègues qui veulent des meilleures conditions de travail. Oui, moi je suis absolument d'accord avec vous. Le film est complètement anecdotique, si ce n'est que on voyage un petit peu. On est au Bengale, les couleurs sont quand même assez belles et le paysage, ma foi, dépayse un peu. C'est tout, je pense, pour Bangladesh. On a fini de faire nos touristes du Bengale. On va passer au quiz de Raphaël. Au top de la semaine. Tu passes le top avant ou je l'avais mis après, moi. Ok, comme tu veux. On passe au quiz alors. Casse les codes. Ça va casser la technique. C'est
la mer Noire, c'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, how much? Anyway, lead on. Allons-y. Alors oui, on passe au quiz avant le top évidemment. Alors 2 équipes ce soir. Adrien, tu seras chef d'équipe et dans ton équipe il y aura William. Justin, tu seras chef d'équipe et Blanche sera ton accompagnante, pour dire comme ça, sa teammate. On va passer du coup à la question titre évidemment. Donc comme tu le sais Adrien, je te l'avais fait la dernière fois, il faut trouver le titre du quiz de la semaine qui est une variation d'un des titres de films de la semaine. Est-ce que vous avez des inspirations ? Sachant que j'ai des doutes sur le fait que William n'ait pas triché comme la dernière fois, attention. Mais j'ai pas triché. Ouais, c'est ça. Adrien, une proposition ? Tu es chef d'équipe, hein, si tu as une idée avant William. J'ai pas d'idée, parce que déjà je me rappelle plus bien de cette règle. Bah, par exemple, faudrait mettre quiz dans It Must Be Heaven ou quiz dans Marriage Story. Si c'était Le Mans 66, c'était le quiz 66, tu vois, par exemple. Bah, moi je propose Quiz Story. Quiz Story, t'es d'accord ou pas ? C'est trop facile pour Afro. Moi, je trouve ça facile aussi. Je trouve ça facile. Vas-y. Je pense que c'est un truc dans It Must Be Heaven, mais je suis une pipe en anglais. Quiz Must Be Heaven. Ouais, quelque chose comme ça. Mais je sais pas où le placer. Bon, le mot. Non, mais dis pas que c'est Quiz Story, s'il te plaît. Je suis désolée. Quiz Story ou pas ? Non, parce que Quiz Story l'avait fait pour Ghost Story à l'époque. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Cette émission s'autocite. Bon alors, ouais. Made in Quiz. Bon, c'est bon ? Mais c'est pas moi le chef d'équipe, c'est monsieur. Mais bon alors, moi je dirais. Tu tranches sur quoi alors, Adrien ? It Must Be a Quiz, voilà. D'accord. Et c'est bien Adrien qui a raison. Mais il y a pas quiz, je suis désolée. Non, it's maybe Quiz Even, mais voilà. Quiz Even, il a pas dit ça, il a dit. Non, mais parce que je crois que j'ai fait une faute. Attends. Non, t'as pas fait de faute. It must be Even. It must be Quiz Even. Il a dit It must be a quiz. Ouais, c'est ça. Oui. Vous foutez de moi. Non, mais voilà. Foutez de moi. Hypocrite à mort là. Non, mais parce que c'est un poteau. Ok, c'est le président du l'arbitre. J'ai un arbre braqué. En vrai, j'ai fait une erreur sur le Oui, titre un bien peu. sûr, Voilà. bien sûr. J'ai oublié un truc, mais je pense qu'Adrien l'avait. Le mec nous donne un. Je peux m'en donner 2, s'il te plaît. 2 pour l'équipe Adrien. Non, soyons sérieux. Donc, non, là, c'était un peu particulier parce que j'avais oublié un terme du titre. On va passer à la musique de film. Dans quelle œuvre on entend cette chanson ? C'est une musique qui a pas mal de vues sur YouTube. Et elle a des sonorités c'est un film récent hispaniques récent. Tambien à Lluvia. Non, je crois qu'il a une dizaine d'années. Il me semble. Il y a beaucoup de films. Comment ? No. Non. Non, mais tu as un. Bah, c'est Gaël Garcia Bernal. C'est Gaël Garcia Bernal. Amour Chien, Amores Perros. Non. 21 grammes. Non. J'ai pas de nom. Non. Tout aussi connu. Volver. Non, pas Non. Volver. Babel. La malédiction. Non, tout aussi connu. Dans un Almodovar ? Non, Gaël Garcia Bernal avec un réalisateur brésilien, il me semble. Il s'appelle Walter. Oh là là. Walter Salles. Ah ouais, mais laisse tomber. C'est un film dans lequel il joue le Che Guevara. Bah, Che. Non. Le Che. C'est pas lui. Ah non, Guevara. Non, pas ça. je vais vous le dire, carnet de voyage, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Non, mais bon, entendu voilà, parler. je pensais que vous alliez trouver. On passe à En or ou en bois. C'est super, on est nul. C'est quand même un point pour l'équipe d'Adrien. Donc, non, toujours 1-0, je lui ai donné, c'est un cadeau. On passe à Un or ou en bois, du coup, vrai ou faux, évidemment. L'équipe de communication de Donald Trump a publié une vidéo dans laquelle le président américain se change en Dark Vador pour tuer au sabre la résistance. Est-ce vrai ou faux ? Vrai. Ouais, c'est le capitaine, de toute façon, moi je me suis. Ok, Alors ? Bah, sur Twitter. En or. Eh bien, c'est faux. Le visage de Donald Trump s'est superposé au corps de Thanos. Le personnage hybride claque les doigts pour faire disparaître Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Jerry Nadler, président du comité Ce mec est président judiciaire. des États-Unis, c'est quand même. Exactement. Le mec qui fait des vidéos comme Nicolas Cantelou. Et du coup, il y a une vidéo, c'est c'est une vidéo de 10 secondes où tu le vois claquer les doigts avec le corps de Thanos et la tête de Donald Trump. Deuxième en euro en bois, donc là, aucun point pour aucune équipe, toujours 1-0 pour l'équipe d'Adrien, un point superbement gagné. On passe du coup à la deuxième. Elias Souleiman ne s'appelle pas Elias Souleiman dans son film. Il s'appelle S. Vrai ou faux? C'est bien parce qu'il donnait le point à l'autre. Il donne la réponse à l'autre. Enfin, c'est vrai, je veux dire, S. Il s'appelle S, donc c'est pas Elias Souleiman. C'est vrai. D'accord, du coup c'est... C'est en or. En or? Non,
attends, quoi? Il s'appelle. Non, oui, non. il s'appelle. Attends. Il s'appelle. L'affirmation, S, c'est Elias Suleiman ne s'appelle pas Elias Suleiman dans son film. Bah oui, Faux. c'est vrai. C'est vrai. revoir. Pour toi, c'est faux. Non. Pour moi, Eh c'est ben, vrai. C'est pas c'est moi. faux ou pas? Allez, on va assumer faux. Eh bien, c'est vrai. Ça fait 2 points pour l'équipe d'Adrien, puisque même si le personnage s'inspire à 98% de la vie du réalisateur, le personnage n'a pas de nom, en fait. Il C'est- n'est pas- c'est il ne s'appelle terrible. même pas S. J'ai peur. Il est seulement nommé le voisin, monsieur Si, ou le si, palestinien. Il s'appelle S. Non, non, parce que il dit ça, mais parce que c'est Elias Suleiman. Voilà. Mais dans le film, il n'a pas de nom. C'est pas perdu, voilà. c'est pas perdu. Donc ça fait quand même 2 € pour l'équipe d'Adrien. Bon voilà. On passe à la 3e en or ou en bois. Le film polémique Make to My Love Intermezzo sortira au cinéma en début d'année. En or. En or. Ouais. Eh bien c'est vrai. Il m'a même pas répondre, c'est mon film ça. Ton chef d'équipe a répondu avant toi. Mec, My Love, c'est moi. Vrai, la production assure que le film sera exploité en salle dans une version courte, entre guillemets, qui fera entre 2h40 et 3h. Donc ça fait 3-1 On a toujours hâte. pour l'équipe de Adrien. Dernier en or ou en bois, je crois, oui c'est ça. Seuls 40% des spectateurs ont regardé The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, dans Pardon, son combien intégralité. Combien 40%. Des spectateurs de qui? Moi aussi. Qui ont regardé The Irishman l'ont regardé dans son intégralité. Ah, Faux. je sais pas. Comment t'as pu te baser? Tu t'es basé sur quoi pour faire ça? En bois. Parce que Netflix communique c'est pas Netflix, vraiment Netflix. sur... Non, mais Netflix ne communique pas vraiment sur Bah ces oui, c'est chiffres. impossible. Donc moi je dirais que c'est faux quand même cette histoire. Netflix ne Faux. communique. Nous, on dit faux et on dit que c'est On moins. dit que c'est moins. Ah oui, C'est 30. bien sûr, exact. Non, 25. les chiffres sont tombés. C'est Netflix 37. les a communiqués 21, ceux-là. je crois. Ah ouais. Putain. Et seuls 18% ont Oh, mais commencé c'est le sérieux, film ça donc et l'ont fini. C'est si Donc ce peu. qui représente tout de même 751 000 spectateurs, enfin abonnés Netflix. Donc vous aviez tous les deux raison. Puisque ça fait du coup 4-2 pour l'équipe d'Adrien. On passe à qui a dit. Le fait d'être multitâche soulève une question intéressante. Ça vous permet d'avoir une certaine objectivité, de regarder le projet à chaque fois avec un œil neuf. Pour moi, plus les films sont différents et plus ils sont intéressants. J'ai un très bon exemple. Je travaillais sur Happy Feet 2 lorsque j'ai commencé... George Miller. Exactement, George Miller. Sorry, my bro. George Miller qui l'as parle pas de dit, la toi. préparation de la suite de Pourquoi Mad tu Max parles pas Fury Road Et c'était à ce moment en parallèle de la préparation de son nouveau film 3000 Years of Longing avec Idris Elba. Et du coup, le point revient à l'équipe d'Adrien, ça fait 5-2. Il a fait Babe aussi avec le film sur les cochons. Oui. Exact. On passe à la Sherlock Holmes. Alors celle-là, elle veut 3 points, donc vous pouvez rattraper. Alors, tu te souviens ou pas la Sherlock Holmes? Non, Oui, je me souviens, vas-y. Je vais dire un espèce de crime ou un méfait et il faudra dire qui l'a fait. Voilà, d'accord. Je suis attaqué en justice par le quotidien The Louis Besson. Atlanta Journal Constitution pour diffamation dans mon prochain film. Mais merde, je suis trop vieux pour ces conneries. Woody Allen. Non, c'est quelqu'un aussi de trop vieux pour ces conneries. Mais Polanski. Non. Ah, Je crois qu'il est un peu plus vieux que les deux. Kirk Douglas. Non, pas tout de même. Quoi? Alors, c'est un film, du coup, je vous donne des infos parce que le film. Clint Eastwood. Exactement. Ah bah oui. Ah. Clint Eastwood, putain, ça fait 8 pour l'équipe d'Adrien. Clint Eastwood, il est toujours trop Je vieux. suis pas venu pour Clint pour Eastwood, gagner, son hein. adaptation Je de suis pas l'affaire venu pour sur t'apprendre. l'agent de sécurité Richard Jewell, traiterait donc avec mépris la journaliste Cathy Scruggs, interprétée par Olivia Wilde dans le film. Voilà, donc 8-2, je suis désolé. Non, mais ça Ouais, va, il y a bon, eu pire. Voilà, Il y a eu pire. exactement, Non, il y a eu pire. Alors on passe à un quiz spécial. Ah. Est-ce que vous... Attends, si vous devinez, je vous donne Les peut-être un- couples. Les couples au cinéma, les histoires qui se déchirent, Ah le divorce. Les Pas mal, ruptures. le divorce. Yes. Non, mais, tiens, Non, je mais suis j'ai gentil, pensé, on j'étais a là, ce sera ça. Les divorces au cinéma. Donc on passe tout de suite à une réplique, un film. Attention. Kramer contre Kramer. Non, non. Bah, il faut faire attention parce que Il n'y a pas de. Voilà. il n'y a pas de voix, mais c'est une scène. Les noces rebelles. C'est un film qui est pas si vieux. Salut mon cœur, ça va? Papa ou maman. Non. Non, non. Fête de famille? Non. ta mère, s'il te plaît. Attends, qui c'est qui parle? Ah, Julien? Il y a pas un truc avec Cédric Kahn là? Oui, c'est Cédric. C'est Cannes. Non, pas du tout. Julien? Ah, jusqu'à la garde. Exact. Oui. Jusqu'à Oh, la putain, garde. c'est- Ça fait 4 points pour l'équipe de Justin. Yes. C'est Ménoché. Évidemment, donc de Xavier Legrand qui parle évidemment de divorce. Ah oui. C'est même Oui, le, pas comme Comment nous. l'oublier? le gros film sur le divorce, on va dire. On passe à Merci le Québec. Donc, Un amour fou. Un amour impossible. Non. Bah non. Ouais. Sachant que fou est dans le titre original. Crazy Crazy Stupid Stupid Love. Love.
Pas mal. Je l'ai eu avant. Elle a eu avant. Clairement. Petite remontée quand même. 5, ah oui, ça parle de 5 à 8. divorce, c'est vrai. Exactement, qui parle de divorce. Donc un film avec Ryan Gosling, Mais Emma pas Stone, que. Steve Carell et Julianne Moore. Encore La La Land un peu dans le plus, c'est bien. On passe au pas tourné. Alors là, j'espère que vous êtes abonné à Voici ou à Closer et tout ça. T'inquiète. Lequel de ces films n'a pas provoqué le divorce de l'acteur ou de l'actrice principale ? 5 propositions. Il n'en a qu'un qui n'a pas provoqué le divorce dans J'espère le... qu'il y a Mrs. et Mrs. Smith. Parce que... Mr. et Mrs. Smith, le premier. Daredevil, de Mark Steven Johnson. Les Désaxés, de John Huston. Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky. Ou Cléopâtre, de Joseph Mankiewicz. Répète la question. Lequel de ces films n'a pas provoqué le divorce de l'acteur ou de l'actrice principale ? Requiem for a Dream. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que les Désaxés... Les Patriotes. Attends, donne pas la réponse. Les Patriotes. Non, Je suis d'accord avec toi. Cléopâtre, de Joseph Mankiewicz. Pourquoi vous dites Requiem for a Dream vous Attends, on mais va donner la réponse, c'est trop facile, tu veux qu'on donne des points aussi. Et ouais, non, ça, les Désaxés, on vous a bien donné un point au début. Carrément. Donc, Et machin là, j'ai oublié Cléopâtre. Bah non mais Cléopâtre de toute façon elle l'a quitté, s'est remis avec lui 7 fois donc. Allez. Mais pourquoi c'est pas Daredevil parce qu'il a pas quitté Blake Lively non? Il est toujours avec Blake Lively. Ah il était pas, mais si il était avec Blake Lively. Bon. Une réponse ou bien j'en sais rien, vas-y c'est bon. Dis un truc. Alors Justin. Vas-y dis comment. Le chef. Requiem for a Dream. C'est évidemment Requiem for a Dream. Alors Mr. et Mrs. Smith, c'était le divorce entre Brad Pitt et Jennifer Aniston. Daredevil, le divorce de Ben Affleck et Jennifer Garner. Désaxés, donc c'est Marilyn Monroe avec Arthur Miller, le scénariste du film. Mankiewicz, évidemment, c'est Richard Burton et Elizabeth Taylor. Et donc, du coup, Jennifer Connelly était avec Josh Charles et Jared Leto était fiancé avec Cameron Diaz à l'époque, donc tout allait bien à ce moment-là. Et c'est tout à fait Requiem for a Dream, donc 2 points pour les deux équipes. Donc ça fait 9 à 6 pour l'équipe d'Adrien, toujours en tête. C'est vrai, il y a 9 à 6, Ouais. ça va Bah, ça va. Mais je crois qu'on avait 9 à 3. On passe à la musique de film, attention. Question de rapidité, dans quel film on peut entendre cette musique ? Alors j'ai aidé un peu, j'ai mis la scène. Il y a un peu de... C'est pas Breakfast Club? Non. Pensez divorce, hein, évidemment. Ouais. Papa ou maman? Non. Et notre Boyhood. Boyhood? Non. Ah yes, Madame de Fire. Exact. Madame de Fire de Chris Columbus, évidemment, qui traite d'un personnage du coup qui est séparé de sa femme. Donc ça fait quand même 7 à 9 pour l'équipe de Justin qui colle quand même à l'équipe d'Adrien, c'est pas mal. On va passer au dual time et là tout se joue puisque du coup il y a possibilité de parler de récupérer 5 points ou de les perdre évidemment. Alors 2 thématiques. Comme ton équipe Adrien a plus de points, tu vas choisir ton thème. Alors c'est soit... c'est des thèmes qui donnent pas trop envie, j'imagine. Soit Papa Outé, soit ou à la grecque. Soit à la grecque. J'ai pas le droit de t'aider. Je n'ai pas le droit de Sur le thème. Y a que toi. Ouais. Papa Outé, allez. Ok. Du coup, vous auriez le fameux à la grecque. Mariage avec... Qui est forcément Papa Outé, peut-être sûrement le plus simple, donc tu as eu raison. Lequel de ces films ne parle pas d'un enfant qui a des parents divorcés ? 4 propositions. Boyhood de Richard Linklater, Billy Elliot de Stephen Darley, Sixième Sens de M. Night Shyamalan, E.T. de Steven Spielberg. C'est si facile. C'est Sixième Sens. Il me semble. Je crois. Je réfléchis. C'était quoi les propositions ? Boyhood, Billy Elliot, Sixième Sens ou E.T. Ah, Billy Elliot. Je sais plus. Sans accent, sans H, pardon. Mais je dis... Bon, je vais dire Sixième Sens. Oh, dommage. Mais en vrai... Maintenant, elle est morte. Ah, merci. On passe... Pas le Sixième Sens. Non, Billy Elliot. On passe à la grecque pour ton équipe blanche, mais c'est pas toi qui réponds. C'est Justin. Lequel de ces noms de films n'existe pas ? Tu vois, c'est ça. Divorce à l'italienne, divorce à la jamaïcaine, divorce à l'iranienne ou divorce à la finlandaise. Wow. C'est mec qui est fou, c'est complètement fou. Divorce à la jamaïcaine, je le regarde j'ai eu demain cette question, il y a un titre que j'ai eu dans une émission il y a 3 semaines. De quoi ? Bah au Dual Time, t'as dit un truc et... Bon bref, vas-y.
J'ai dit très mal. Divorce à l'italienne. Oui, mais de toute façon, Justin n'était pas là pour y répondre. Donc, Il était là, en fait, mais il s'en souvient pas, ouais, évidemment. je me copie moi-même. Divorce à l'italienne, divorce à la jamaïcaine, divorce à l'iranienne ou divorce à la finlandaise. Lequel de ces films n'existe pas du tout? Je vais devoir dire au pif. Hein. Je pense divorce à la finlandaise. Je pensais que c'est un peu iranien. Alors, je vais quand même dire les réponses de Papa Outé, évidemment. Donc, lequel de ces films ne parle pas d'un enfant qui a des parents divorcés? Boyhood, les parents sont divorcés. E.T., les parents sont divorcés. Donc, le père d'Eliot, il s'appelle aussi. Vit à Mexico, donc il a refait sa vie avec une certaine Sally dans le film. Sixième Sens, ils se sont séparés. Et c'est dans Billy Elliot, donc la mère est décédée. Voilà. Ouais, mais vu que t'es sympa, tu m'accordes le point. Quand même. Non, tu perds 5 points, donc ça fait quand même 4. Désolé. Alors, lequel de ces noms de films n'existe pas? Évidemment, on sait tous que Divorce à l'italienne, c'est un film de Pietro Germi sorti en 65. Grâce à l'émission d'il y a 3 semaines. Voilà. Alors que Divorce à l'iranienne, c'est un film de Kim Langito et de Siba Amir Hosseini, donc sorti en 1998, on le sait tous. Mais Divorce à la finlandaise existe, c'est un film de Mika Kaurismäki. Exactement. Kaurismäki, merde. Donc sorti en 2010. Du coup, je suis déçu parce que je voulais voir Divorce à la jamaïcaine. Et c'est Divorce à la jamaïcaine qui n'existe pas. On est con, c'est Raphaël, c'est forcément ça. Mais tout de même, c'est l'équipe d'Adrien qui remporte ce quiz avec 4 points et 2 pour l'équipe de Justin. Donc c'était plutôt serré. Je vous 4-3 déjà. Voilà, je vous félicite. Merci beaucoup, bravo. Raphaël, pour ce quiz. Pourquoi 4-3 Il est 20h24, on va passer au top de tous ces films qu'on a vus ce soir. Allez, le top, Raphaël, ton top de la semaine du coup. Alors même si It Must Be Heaven était pas mal, je dirais Marriage Story. Ce sera It Must Be Heaven pour moi. Marriage Story. Marriage Story qui est mon film préféré là, je crois, de 2019. Ah oui. Et ça sera Marriage Story pour moi, donc le top de la semaine c'est Marriage Story. Bravo. On félicite le film. Noël, si tu nous entends. Ah yes, j'aimerais tant. C'est la fin de l'émission, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on a des choses encore à se dire? Bah moi j'ai à te dire que félicitations, c'était une super émission. Et, merci à vous. Bonne présentation. Bravo. On attend Made in Bangladesh 2 du coup et la suite pour le parcours cinématographique d'It Must Be Heaven. Merci à vous tous, merci à la technique, Arnaud et Amélie. Un dernier mot. Juste oui, pour parler des films dont on parlera la semaine prochaine. Je sais pas si tu allais en parler. Une vie cachée. Non, pas du tout. Alors exactement, Une vie cachée qui est merveilleux. Ouais, allez tous le voir parce qu'il est sorti aujourd'hui. C'est pour le coup peut-être le meilleur film de l'année. Oui, mais un excellent film. J'aime pas du tout Terrence Malick et j'ai adoré ce film. Et de son auteur même. Jeune Juliette aussi, le film un film québécois. Et le dernier film c'est Docteur. Voilà. Ah, il paraît que c'est bien. Voilà. Donc on parlera de ces 3 films dans la dernière émission de l'année, la semaine prochaine. D'accord. Et merci pour ces précisions. 20h26, on rend l'antenne à Radio Campus Montpellier. Du coup, à la semaine prochaine pour Cinéma Show, 19h, avec d'autres personnes. Bonsoir à tous.